Nous sommes en visio avec Jean Sol. Bonjour, vous êtes sénateur des Pyrénées-Orientales, vous êtes vice-président de la Commission des Affaires sociales et vous êtes co-auteur d'un rapport qui date de 2021, un rapport dans lequel vous appeliez à réinvestir la santé mentale après le choc sanitaire. On va tout à l'heure parler des réponses à apporter face à la détresse mentale des jeunes, mais je voudrais bien qu'on reste tout d'abord un petit peu sur le constat. Quelles sont les personnes qui ont été les plus fragilisées psychologiquement par la crise sanitaire? Vous alertiez sur des classes particulièrement fragilisées. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de m'associer à ce débat sur la santé mentale des jeunes qui fait l'objet de mes préoccupations. Évidemment, nous avions travaillé donc avec une collègue sur un rapport qui nous avait été demandé justement après le choc de la crise sanitaire, réinvestir la santé mentale. Et nous étions rendus compte effectivement après de nombreuses auditions de jeunes qui s'étaient exprimés que ça avait eu un fort impact sur la santé mentale. Une jeune dame me parlait tout à l'heure de précarité. Nous avions relevé cette précarité. Nous avions relevé aussi les difficultés à suivre un cursus pendant cette période-là. Et certains étudiants m'avaient fait part de leur impossibilité d'avoir, vous allez me dire, c'est un petit peu matériel, mais un ordinateur qui fonctionne. Certains plus ou moins accompagnés, soutenus par leur famille. D'autres avoir une alimentation aussi restreinte par manque de moyens. Donc effectivement, alors je pense que ces symptômes existaient avant la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a malheureusement impacté et amplifié cet état de fait que nous avions déjà relevé avec ma collègue Madame Jasmin lors de l'élaboration de ce rapport d'information. Vous parliez aussi de la stigmatisation des troubles psychiques qui explique aussi que certains ne se soignent pas. On a commencé à en parler. Vous aviez constaté qu'il y avait encore beaucoup de tabous, d'idées reçues sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Nous avions d'ailleurs, nous étions insurgés contre ces tabous et contre cette stigmatisation en proposant des pistes qui allait au-delà de je t'écoute, dis-moi ce que tu as ou comment vas-tu en se levant le matin. Non, nos jeunes attendaient bien évidemment autre chose et puis se sentaient, avaient exprimé aussi ce fait qu'en fait, ils n'osaient pas s'adresser à un professionnel de santé, de peur d'être jugés, de ne pas en parler avec leur famille, de peur en tout cas d'être questionnés. Et donc, ils avaient exprimé effectivement le souhait d'être écoutés, d'être suivis, d'être accompagnés, et surtout d'avoir un cap, parce que quand on voit nos jeunes aujourd'hui, une dame là tout à l'heure disait que l'entrée dans les universités posait problème. Ça n'est pas évident de passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence au jeune adulte, et que je pense qu'il y a effectivement une batterie, en tout cas un plan d'action qu'il faudrait mettre en place, mais ce plan d'action va forcément s'assortir de moyens, parce que sinon ce n'est même pas la peine d'en parler. Vous savez toutes et tous que la psychiatrie, la santé mentale, c'est toujours été malheureusement le parent pauvre, de la santé publique. D'ailleurs, le Sénat, à travers quelques collègues, s'est exprimé il y a quelques semaines en demandant justement que la cause de la santé mentale de nos jeunes soit érigée au plan national. Mais une fois qu'on a dit cela, que mettons en place en termes de moyens, que mettons en place pour travailler sur l'attractivité des métiers de nos psychologues, que fait-on pour faire en sorte que beaucoup plus de psychologues acceptent de consulter. Tout ceci, c'est un travail qui ne peut pas se faire unilatéralement et d'un seul bureau ou d'une seule même voix à Paris, mais avec les professionnels de santé et puis surtout avec ces jeunes qui sont concernés et qui sont en mesure aujourd'hui d'exprimer aussi ce qu'ils attendent de la nation.
Oui, on va en parler tout à l'heure, Jean Sol. Je voulais citer encore un extrait de votre rapport que je trouvais éclairant. Vous disiez que vous citiez le professeur Antoine Pellissolo dans votre rapport qui disait « Les représentations sur les maladies mentales dans notre pays associées à la culpabilité, la honte, l'incompréhension seraient comparables à celles observées en Écosse il y a 40 ans ». C'est assez choquant. Il y a aussi un retard français en la matière. Oui, c'est choquant. C'est un petit peu ce que j'exprimais il y a quelques instants en disant que beaucoup de nos jeunes n'osent pas parler de leurs soucis. Parfois, c'est un problème d'alimentation, parfois, c'est un harcèlement, parfois, c'est l'incapacité ou en tout cas l'appréhension de rendre un travail aux professeurs dans les délais, un travail qui tienne la route. Et je pense effectivement qu'il faut prendre en considération la santé mentale, mais de manière sérieuse. Et encore une fois, ne pas en faire un tabou, ne pas stigmatiser, ne pas porter de jugement, mais plutôt mettre en place un plan d'action qui accompagne. Parce que on se rend compte aujourd'hui qu'il existe un panel de structures. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de parler dans ce débat du dispositif Mon Soutien Psy ou Santé Psy étudiant, dont on voit aujourd'hui que les résultats ne sont pas particulièrement. Je vous interromps, Jean Sol, parce que nous allons en parler d'ici quelques minutes, et je vous interrogerai d'ailleurs à ce propos. Anna, je vous voyais acquiescer sur ce que disait le sénateur. Vous êtes vraiment d'accord là-dessus sur... En fait, finalement, le constat, il est complètement partagé. On s'interroge un petit peu sur ce qui pêche aujourd'hui. Tout à fait, et j'étais notamment d'accord sur la question de la stigmatisation. C'est quelque chose. C'est aussi pour ça que les gens sont peut-être plus à l'aise de venir, par exemple, se confier à moi en message privé sur Instagram, parce qu'en fait, déjà franchir le pas d'aller voir un psy, ça fait peur, parce que forcément, ce truc de comme tu disais tout à l'heure, c'est je suis pas fou en fait, j'ai pas besoin de voir un psy, je suis pas fou, et en fait le fait d'être rassuré sur ça, le fait de comprendre qu'on peut aller voir un psy sans être fou et qu'il n'y a rien de mal aussi à être fou aussi, enfin c'est vraiment retirer cette espèce de connotation hyper négative à ce terme-là. Et oui, on peut avoir des problèmes de santé mentale et aller bien et pouvoir tout à fait suivre sa vie. La preuve, je suis là, et voilà, c'est pas facile tous les jours, mais c'est possible de s'en sortir et c'est possible d'aller mieux. Et ça, c'est aussi important, et c'est aussi ce que j'aimerais faire passer à travers ma page, c'est que oui, il y a des périodes où c'est pas facile, mais ça va aller mieux et ça peut aller mieux. Manuela, vous commenciez à parler de l'état de notre système de santé. On se disait qu'on était mal équipé pour répondre à la détresse mentale des jeunes aujourd'hui. Quelle est la situation de notre système de santé ? Alors, juste avant ça, je voulais répondre quand même à la question de la stigmatisation, parce que, par exemple, juste pour donner un exemple, c'est par exemple aujourd'hui, on utilise des mots de maladie pour insulter les gens. Mais t'es malade mental, mais t'es fou, t'es psychotique, voilà. Et c'est aussi juste parce que c'est intéressant de voir concrètement, ça serait comment ne pas stigmatiser. En termes de l'état de notre système de santé, j'aurais envie de dire tout simplement, par exemple, pour moi, lorsqu'on vient me voir, mon souhait, c'est que la personne soit dans un cadre de sécurité, pour parler, qui se sente bien. Or, pour ça, s'il doit dépenser la moitié de son budget pour venir me voir, là, c'est plus du tout... je deviens son problème, en fait, puisque je le précarise encore plus. Donc, pour moi, déjà, rien que le fait que aller voir un psy, si c'est l'équivalent, parce que je travaille donc en libéral, mais aussi dans une fondation, dans le cabinet, je me rends compte qu'il y a des personnes que je ne peux pas recevoir, que je suis obligée du coup de réorienter dans la fondation où je reçois. Et ça, c'est une vraie question, l'aspect financier. Après, on parlait tout à l'heure du fait de l'attractivité du métier pour les psychologues. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui aiment beaucoup leur métier, qui trouvent ça très attractif, mais soit effectivement, ils vont travailler... Il n'y a pas tellement de place que ça, finalement, dans les institutions, parce qu'il y a une certaine dévalorisation, finalement, de ce métier, qui est rarement... Et je parle des psychologues, pas des autres psys, parce qu'il y a les psychiatres, voilà, d'autres choses. Mais pour les psychologues, je pense qu'il faut vraiment revaloriser ce métier et lui donner plus de place, plus de postes. Parce que je rappelle qu'être un psychologue, notre mission première, c'est la prévention. C'est pas
l'aspect curatif. Ouais. Et donc, c'est vraiment de se dire que plus il va y avoir de psychologues, plus il y a une disponibilité et une possibilité d'aller voir des psychologues, plus d'une certaine façon, eh bien, il y aura moins besoin d'aller voir... on n'arrivera plus à des états de souffrance psychique majeure et des besoins finalement de soins. Parce qu'il y a une distinction, quand on parle de santé mentale, il y a une distinction entre détresse psychique et maladie, trouble psychique en fait. Et ça c'est important aussi, c'est-à-dire on peut aller voir un psychologue parce qu'en fait finalement on se sent mal, mais ça ne veut pas dire qu'on est malade. Et il n'y aurait bien sûr aucun problème de souffrir d'un trouble, enfin, voilà. Mais c'est juste pour dire, on a même le droit d'y aller avant. Et aujourd'hui les gens attendent beaucoup. Trop tard. Trop tard, oui, c'est ça, pour aller voir quelqu'un. On n'a pas du tout la dimension prévention, même en tête, je pense, aujourd'hui. On n'a pas cette démarche inscrite en nous. Tout à fait. Je pense à la notion d'hygiène, par exemple. Quand on parle à l'hygiène buccale, on sait qu'il faut se laver les dents 2 fois par jour. L'hygiène alimentaire, c'est la même chose. L'hygiène psychique, on a le droit d'avoir des temps, d'espace, de prendre soin de soi, que ce soit à travers des professionnels ou d'autres manières. Je ne dis pas que l'hygiène psychique ne passe pas que par des professionnels, mais il faudrait... augmenter, on va dire, la palette de possibilités de prendre soin de soi, de cette hygiène psychique. Clem, pour les jeunes, c'est vrai que la question du coût, elle est assez fondamentale. On est face à de très grandes inégalités et une faible accessibilité de certains soins de santé mentale. Effectivement, vous disiez que ça devrait être préventif et non pas curatif, mais effectivement, le fait d'y aller même de manière préventive, c'est vraiment un luxe, puisque quand on n'a pas... effectivement, les jeunes, la précarité des jeunes augmente, ça, c'est pas un secret, et les centres, notamment les centres médico-psychologiques, les CMP des villes sont complètement surchargés, à tel point qu'y aller de manière préventive, c'est absolument impossible, puisqu'ils trient en fait les personnes qui y vont. Et quand ils estiment que l'état de santé mentale de la personne n'est pas suffisamment grave, ils refoulent les personnes. On va dire qu'il en va des urgences psychologiques comme il en va des autres urgences aujourd'hui. On voit comment elles sont engorgées. Alors même que les CMP c'est pas forcément des urgences psychiatriques en tant que telles, c'est des centres du coup où il y a à disposition notamment des psychologues gratuits pour les personnes qui en ont besoin, et ils refoulent des personnes. Donc d'y aller de manière curative quelque part, c'est un luxe, parce que je crois qu'en dessous de 60 € et encore minimum, je pense qu'il n'y a pas de psychologues qui sont disponibles. Évidemment, c'est pas remboursé ou très mal remboursé ou dans des conditions absolument déplorables. On va parler de ce qui a été mis en place par le gouvernement, mais en majorité, ça reste très difficile d'accès. C'est ça, oui. Et puis les structures publiques manquent complètement de moyens, manquent de professionnels, et voilà, se retrouvent à refouler des gens. Alors refouler ou liste d'attente aussi, oui. Parce que, qui est en fait une manière finalement de percevoir. On peut avoir des listes d'attente de plusieurs mois parfois. Oui. Lisa Boumansour, vous recevez souvent des témoignages sur la difficulté d'accéder aux soins aujourd'hui ? Bien sûr, oui, tout à fait. Et non seulement, effectivement, dans ces centres-là, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Je pense au BAPU, par exemple, universitaire, aux maisons des adolescents. Effectivement, les listes d'attente sont extrêmement longues. Quand on va mal, je pense notamment aux crises suicidaires, parce que ces chiffres-là sont assez ahurissants, on n'a pas besoin d'un médecin dans 6 mois, d'un psychologue dans 6 mois, c'est tout de suite, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et même au sein des unités psychiatriques et pédopsychiatriques à l'hôpital, il y a de plus en plus de médecins qui ne peuvent pas recevoir d'adolescents, de jeunes qui sont en crise suicidaire, par manque de moyens, par manque de place, par manque de lits. Et je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, sur la vocation et les psychologues. Il y a ce problème-là qui existe aussi au sein de la psychiatrie. Il faut savoir, moi, ce chiffre, il m'avait vraiment étonnée, que parmi les 44 spécialisations en médecine, la psychiatrie, elle est choisie à la 40e place. C'est vraiment une des dernières... C'est déserté, quoi. Voilà, c'est complètement déserté. C'est même une des rares spécialités où parfois toutes les places ne sont pas pourvues. Donc même... Et pourquoi est-ce que... On est dans des conditions terribles. Surtout que alors déjà, c'est pas la spécialité qui est la mieux valorisée dans le monde médical. Ouais. D'une part, après, on est dans des conditions où finalement, on est là pour créer normalement du lien, ou du soin, pardon, dans le lien. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas en capacité. C'est assez douloureux. Quand on est chirurgien ou dans une autre spécialité, au moins on se dit, au moins je me suis occupée de dont il fallait que je m'occupe. C'est quand même beaucoup plus complexe, la question du lien. Ça demande plus de temps. Et vous ne l'avez pas dans les conditions dans lesquelles vous exercez ? Non, pas du tout. Non, quand on regarde, par exemple, la plupart du temps, aujourd'hui, les séances peuvent durer 20 à 30 minutes pour certains psychiatres, alors que le minimum, c'est avoir du temps. Parce que la plupart du temps aussi, l'efficacité, ou ce qui nous est demandé parfois dans les lieux où on travaille, c'est de voir le plus de monde possible, le plus de patients possible, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans les attentes, sauf qu'au final, du coup, on n'est pas vraiment en train de prodiguer les soins de qualité.
Enfin, c'est pas le cas de là où je travaille, mais je sais que j'ai dû quitter d'autres lieux où c'était comme ça. Pardon, je vous ai coupé, hein, vous disiez donc la psychiatrie est à la 40e place. Ouais, oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, il y a à la fois une explosion de la demande, il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent, mais il y a aussi un manque de place de l'autre côté. En fait, c'est vraiment entre l'offre et la demande, il y a un écart qui est de plus en plus important. Effectivement, moi je le vois bien dans les témoignages, j'ai des jeunes qui souffrent de précarité économique, déjà qui peuvent aussi renforcer notamment leur anxiété, par exemple, d'enchaîner entre les cours à la fac, avec un boulot à côté, et effectivement qui ont du mal à aller consulter des psychologues parce que les listes d'attente sont hyper importantes. Et est-ce qu'il faut attendre d'être au bout du bout pour consulter? On sait aussi que c'est du coup beaucoup plus difficile d'aller mieux si la pathologie est là depuis des mois, voire des années. Anna, l'inadaptation des parcours de soins à la situation des patients, c'est quelque chose dont vous avez fait aussi personnellement les frais. Il y a eu un moment où vous avez eu des ruptures liées à des étapes de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous les raconter? Tout à fait. On parlait justement des psychiatres qui n'avaient pas le temps en fait, d'écouter les patients et qui avaient tendance plutôt à prescrire à tour de bras parce que c'est plus simple, parce que ils n'ont pas le choix aussi. Moi, je suis dans cette situation-là actuellement. Ma psychiatre que je vois depuis plus de 10 ans, elle a dû arrêter de me voir parce qu'en fait, ses collègues sont tous partis. Elle a dû récupérer les patients de ses collègues. Et moi, j'étais plus du tout prioritaire, en fait, tout simplement. Et ça se sent, et je l'ai senti au fur et à mesure, au fil des années de ma prise en charge, que ça se dégradait parce que j'avais de moins en moins de temps avec elle, alors que pourtant, c'est vraiment ma psychiatre. Essayer de prendre le maximum de temps, quitte à être en retard d'1 heure à chaque fois. Elle essayait, mais c'était plus vivable de son côté aussi. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que vous finissiez par aller trop bien pour être au-dessus de la pile, un peu? C'est ça. C'est que je vais trop bien pour être au-dessus de la pile, mais pas assez bien pour quand même... ne plus avoir besoin d'elle. Voilà, c'est ça. Pour être bien au quotidien, quoi. Alors, les pouvoirs publics, on en parlait tout à l'heure, ont pourtant commencé à mettre en place des dispositifs. Mon soutien psy, par exemple, a été lancé il y a 2 ans après le Covid. Il permet d'accéder à 8 séances remboursées chez un psychologue. Il va faire l'objet d'une réforme. C'est aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal, le Premier ministre, lors de son discours de politique générale. Écoutez. Parler de santé, c'est trop souvent oublier la santé mentale. Le mal-être, les dépressions, les pensées suicidaires ont beaucoup progressé chez nos jeunes. Je veux faire de la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de notre action gouvernementale, avec là aussi des mesures claires et immédiates. Et rappelons que 61 000 jeunes ont eu recours à ce dispositif avec un système spécifique sans avance de frais. Ce sont des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lisa Boumansour, il y a du bon, il y a du moins bon dans ce système. C'est le principe de la bonne idée, mais qui s'est heurté à sa mise en place. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. L'idée est très bonne, puisqu'on sait que le premier frein à la consultation d'un thérapeute, c'est le prix. Et donc l'idée de départ était très bonne, de se dire on va rembourser les séances. Le problème, c'est que j'ai interrogé pas mal de professionnels sur la question. Il y a eu des grèves de la part de psychologues. Le premier problème, déjà, c'était le tarif de la consultation qui, aux yeux des psychologues, de beaucoup de psychologues, était trop bas. Et du coup, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire correctement leur travail dans ces conditions-là. Il y avait aussi la question de la durée de la consultation. Ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était une 20aine de minutes qui était prévue. Quiconque est déjà allé chez un psy, c'est que ça dure normalement beaucoup plus longtemps, 45 minutes, parfois même 1 heure. Donc c'est des séances un peu au rabais, quoi. Voilà, c'est des séances un peu au rabais. Il y a même un psychologue qui me disait, moi j'accepte, je me suis mis dans le dispositif. Mais en fait, je sais que c'est pas du bénévolat, mais je perds quasiment de l'argent sur ces séances-là, en fait. Mais je le fais dans un souci de bien public, de bien commun, d'intérêt général. Mais du coup, il y a plein de psychologues qui refusent de participer à ce dispositif. Gabriel Attal a un peu reconnu que c'était quand même un petit peu un flop. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il annonce une réforme. Voilà, exactement. Il a dit qu'il allait réformer. Et il y avait une dernière chose aussi que les psychologues, sur lesquels ils tiquaient un peu, c'était le fait que la personne devait d'abord aller voir un médecin généraliste, lui formuler sa demande, lui expliquer son mal-être, pour ensuite être redirigé vers un thérapeute, vers un psychologue. Certains psychologues disaient que ça pouvait être compliqué d'expliquer ses soucis, d'expliquer parfois des traumas, des choses assez lourdes, et ensuite devoir les réexpliquer dans un second temps. Et il y a peut-être une dernière chose aussi,
c'est que c'est parfois difficile de trouver un bon thérapeute, quelqu'un qui nous correspond en tout cas. Ça peut être très difficile de trouver, parfois il faut qu'on suive 3, 4, 5 psys avant de trouver la personne qui nous correspond. Trouver un psy qui en plus fait mon soutien psy, alors là c'est... Et le trouver en 8 séances, ça veut dire qu'après il nous reste 3 séances si on a eu besoin de 5 pour trouver le bon. Bon, ça commence à être un peu compliqué, effectivement. Jean Sol, vous aviez commencé à évoquer mon soutien psy. Il y a une évaluation du dispositif qui est attendue d'ailleurs pour avril. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est ce qu'on disait, c'est un bon dispositif sur le papier, mais il n'a pas fait ses preuves. Écoutez, effectivement, c'est un bon dispositif. D'ailleurs, tous les dispositifs sont bons sur le papier. Après, il reste encore une fois avoir les moyens de les mettre en œuvre. Et puis, il va falloir à un moment donné donc, faire une évaluation, mais surtout s'engager à ce que la consultation, la part en tout cas du prix de la consultation pris en charge par l'assurance maladie soit donc augmentée. Et puis que nos jeunes, comme le disait madame, n'aient pas forcément à passer par l'avis d'un médecin généraliste. Moi, il va falloir qu'on m'explique quand un jeune quitte sa maison ou son appartement, sa famille, quand il en a une le matin à 5-6 heures pour avoir un bus, partir toute la journée à ses courses sans forcément pouvoir manger à midi parce qu'il n'en a pas les moyens, rentrer très tard le soir en bus ou par un autre moyen de locomotion. Il faudrait peut-être aussi mettre en place, me semble-t-il, un moment privilégié pendant lequel le jeune, en tout cas qui le souhaite, puisse donc aller à la rencontre de ces professionnels, expliquer son mal-être, pouvoir échanger, pouvoir être écouté. Mais est-ce que tous nos jeunes ont le temps matériel aujourd'hui, même si certains en éprouvent la volonté, pour pouvoir bénéficier des nombreux dispositifs qui sont mis en place? Quelqu'un évoquait tout à l'heure les CMP. Quand on voit aujourd'hui les listes d'attente et surtout l'hétérogénéité du fonctionnement territorialisé de ces CMP, on peut quand même s'inquiéter du fonctionnement et être enclin à le revoir pour être plus efficace et plus efficient. Donc ces dispositifs, pour répondre à votre question, oui, il faut les faire vivre et puis surtout, il faut les mettre à disposition de nos jeunes quand ils le souhaitent, dans les meilleures conditions et encore une fois, peut-être aménager un petit peu de leur temps dans une journée, parce qu'une journée, nous savons très bien qu'elle ne dure que 24 heures et qu'elle est très très vite passée. Après, nous avons très peu parlé de la médecine scolaire. Moi, je pense que chaque professionnel de santé doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Quand on voit aujourd'hui les manques en matière de médecins scolaires dans certains établissements, j'ai envie de dire que c'est un travail en équipe, en s'adossant sur nos professionnels de santé, sur tous nos professionnels de santé, mais faire le constat, les personnes qui sont sur le plateau l'ont exprimé avant moi, nous n'avons pratiquement plus de psychiatres et nous avons encore moins de pédopsychiatres aujourd'hui. Donc il va falloir effectivement s'adosser à nos psychologues pour répondre à ces besoins qui sont de plus en plus croissants et je dirais de plus en plus inquiétants pour nos jeunes. Et puis, nos jeunes ont aujourd'hui besoin d'un cap, besoin d'optimisme et puis besoin, encore une fois, de pouvoir exprimer ce mal-être sans être jugé dans une société, vous en conviendrez, en manque de repères. Merci beaucoup, merci Jean Sol d'être intervenu dans cette émission.